Chers amis, chers collègues et chers partenaires de NH Consulting, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer la première mouture de l'anniversaire de NH Consulting. En cette occasion spéciale, nous avons voulu marquer le coup d'une manière qui nous ressemble en vous offrant une série de conférences gratuites à vous qui nous avez soutenus et accompagnés tout au long de cette année qui a été la première année d'existence, d'accession à la vie juridique de NH Consulting. Nous sommes profondément reconnaissants envers chacun d'entre vous, et qu'il s'agisse d'étudiants, avides de connaissances ou de professionnels engagés dans leur domaine. Votre connaissance, votre confiance en notre entreprise nous inspire chaque jour à viser l'excellence et à aller au-delà de vos attentes. Aujourd'hui, nous avons choisi ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est les intervenants commerciaux sur les marchés financiers UEMOA et CEMAC. Le choix de ce sujet n'est pas anodin. En fait, nous avons constaté des lacunes dans les domaines du droit financier, notamment chez les jeunes juristes. Trop souvent, ce pan crucial du droit est délaissé, laissant un vide que nous devons combler, nous les étudiants. Il est essentiel pour nos pays de former des experts locaux capables de maîtriser ces sujets complexes. Trop souvent, nous sommes contraints de recruter à l'étranger, faute de spécialistes nationaux. C'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir une expertise locale et soutenir la formation des jeunes talents dans ce domaine-là. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont répondu présent aujourd'hui et je vous encourage à partager le lien de cette conférence afin que d'autres puissent en bénéficier. Enfin, je suis honoré de céder la parole à Monsieur Yves Logossé, un juriste chevronné dont l'expertise et l'expérience enrichissent notre communauté. Qui, mieux que lui, pourrait éclairer sur le sujet que nous avons choisi aujourd'hui? Sans plus tarder, je vous laisse entre de bonnes mains. Merci encore de votre soutien indéfectible. Monsieur le modérateur Naïm, merci aussi pour l'initiative qui est un point de bon sens et qui s'inscrit dans une dynamique de l'expansion de la pensée juridique. Et donc, merci à toutes ces personnes-là aussi qui se sont prêtées au jeu aujourd'hui, qui ont soif, ça témoigne de la soif de connaissance de chacun d'entre nous. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter. euh, Monsieur le modérateur n'a pas précisé que j'ai 30 minutes. Il m'a maintes fois dit son inbox que j'ai 30 minutes. Donc, je vais faire tout pour respecter les 30 minutes qu'il m'a dit. Et donc, je disais, les intervenants commerciaux sur le marché financier de l'UMOA. Dans le milieu des affaires, il faut comprendre que les entreprises ont besoin de financement pour pouvoir réaliser les différents projets qu'elles se sont assignés. Mais il faut comprendre que ces entreprises-là, pour pouvoir avoir ce financement, font appel le plus souvent aux structures traditionnelles, qui sont les établissements de crédit, qui sont les banques, que sont... Donc, ces structures traditionnelles-là, arrivé à un moment, ont montré leurs limites. Et donc, montrant les limites parce que les demandes des entreprises en financement devenaient de plus en plus énormes. Les entreprises pouvaient demander 10 milliards, 50 milliards, 40 milliards. C'est devenant de plus en plus énorme. Alors, il a fallu réfléchir autrement afin de pouvoir financer les entreprises et même l'État qui a besoin nécessairement ou qui a besoin de liquidité aussi pour financer les projets sociaux. À partir de ce moment, les entreprises ou les ingénieurs du domaine ont fait quoi? Ils ont réorienté leur pensée et ont trouvé une autre manière d'organiser le financement que nous appelons maintenant les marchés financiers. Les marchés financiers, ce sont des marchés sur lesquels nous avons des actions, nous avons des obligations et ce sont des titres et nous avons des produits dérivés. Et donc, il va falloir structurer ce financement qui se distingue des modes traditionnels de financement que sont les banques. Et donc, dans l'espace UMOA,
comme dans l'espace CEMAC, ont été mis en place des organes pour pouvoir gérer ces marchés financiers-là. Et donc, quand nous venons dans les deux espaces, vous allez voir déjà la bourse des valeurs, que ce soit dans l'espace UMOA comme dans l'espace CEMAC, seulement que la typologie de l'espace CEMAC présente une certaine spécificité fondamentale. Et là, je vais vous faire un peu l'histoire pour dire initialement, avant 2019, le marché boursier, qui est un marché financier, de l'espace CEMAC est partagé par deux opérateurs ou deux organes boursiers, que sont la, le Douala Stock Exchange, la DSE, qui est créée par l'État camerounais, et maintenant la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qui a été créée par le législateur. Le patron de cette et le législateur CEMAC a ajouté encore un élément fondamental que nous appelons, ou une entité fondamentale que nous appelons maintenant les entreprises de change. Ou, donc, vous allez voir qu'au niveau du marché financier de la CEMAC, nous avons dans un premier temps, la bourse des valeurs, nous avons le dépositaire central, nous avons la banque de règlement, nous avons l'entreprise de marché et après maintenant, nous avons l'autorité de compense ou l'entreprise de compense. Voilà l'organisation institutionnelle et ces organes-là ont un pouvoir exclusif d'ordre public. Nous ne rentrons pas encore dans les organes intermédiaires, mais ils ont une autorité d'ordre public. Au niveau du marché, et quand vous allez au niveau de l'UMOA, vous allez voir d'abord la BVRM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, vous allez voir le dépositaire central, vous allez voir la banque de règlement et c'est tout. Nous n'avons pas d'entreprise de marché, nous n'avons pas des organes de compense ou les compensateurs. Nous n'avons pas ça au niveau de... Alors, nous allons revenir maintenant au niveau de l'intermédiaire. Le marché financier est réglementé par un organe. Quand vous prenez l'espace UMOA, vous allez trouver l'AMF UMOA, l'autorité des marchés financiers UMOA, qui par sa réglementation réglemente toutes les activités des organes participants au marché. Mais quand vous allez au niveau de à la CEMAC, vous avez le COSUMA. Le COSUMA, c'est la commission de surveillance des marchés financiers. Donc, c'est légal ou c'est l'homologue de l'AMF au niveau de l'UMOA. Ce sont les deux organes qui édictent des règles qui vont gouverner maintenant, que ce soit les organes institutionnels comme les organes privés, les agissements de ces organes-là sur les deux marchés. Donc, voilà l'équivalence au niveau institutionnel. Maintenant, quand vous allez prendre la réglementation de l'UMOA et la réglementation de l'AMF UMOA, vous allez voir distinctement les intervenants commerciaux. C'est écrit très bien à l'article 7 de cette réglementation-là, les intervenants commerciaux. Mais quand nous allons au niveau de la CEMAC, il n'y a pas cette distinctivité parce que le législateur de la réglementation de la COSUMA a tout simplement dit intermédiaire. C'est le seul mot intermédiaire. Alors, par une interprétation juridique, nous pouvons dire aujourd'hui que ces intermédiaires sont en réalité des intervenants commerciaux. Pourquoi? Dans un premier temps, nous allons prendre l'acte uniforme de l'OHADA. Je reste convaincu que ce soit les 6 pays de la CEMAC, comme les 8 pays de l'UMOA sont tous membres de l'OHADA. Et donc, les règles impératives édictées par l'OHADA s'appliquent à tous ces pays-là. Je prends pour témoin l'article 10 du traité constitutif de l'OHADA, qui le précise que les actes uniformes sont directement applicables dans les États parties, nonobstant toutes règles intérieures contraires. Alors, quand nous allons partir de là, nous allons voir l'acte uniforme relatif au droit commercial qui pose des dispositions
sur l'intermédiaire de commerce, article 169 de cet article-là. Donc, quand vous voyez l'article 169 de l'article, alors est intermédiaire celui qui intervient dans une négociation, soit pour rapprocher les parties, soit pour pouvoir négocier un contrat avec un tiers pour le compte d'une autre personne. Je le dis de façon synthétisée. Vous allez probablement lire l'article et avoir la substance. Alors, quand nous revenons ici, vous allez voir que les intermédiaires, tels que nommés par le législateur du règlement, COSUMAF, leur rôle essentiel, c'est de participer ou d'intervenir pour pouvoir rapprocher les parties ou signer un accord avec les tiers ou carrément gérer les biens des tiers. Donc, ils se rapprochent très bien de la définition donnée par l'article 169 de l'acte uniforme. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, quand vous prenez l'article 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, vous allez voir au point 7 de cet article et au point 4 de cet article que sont des actes de commerce l'activité boursière et les intermédiaires de cette activité boursière. Alors, si nous faisons une interprétation condensée de ces deux articles-là, nous sommes en droit de dire que les intermédiaires commerciaux cités par l'article 142 de la réglementation sont en réalité sont donc des intermédiaires commerciaux, même si le législateur de la réglementation n'en a pas fait une précision. Parce que ces intermédiaires-là sont appelés à exercer de façon professionnelle et habituelle les actes de commerce que sont la négociation, le rapprochement des parties, le démarchage et toutes ces activités-là sont liées intrinsèquement à l'activité boursière. Donc, à partir de ce moment, ils acquièrent la qualification de commerçant. Et étant des professionnels, des intermédiaires, donc ce sont des intermédiaires commerciaux. Dans la CEMAC, même si le législateur n'a pas fait cette précision. Et il faut aller encore plus loin. Bon, ça, c'est un élément de détail pour ce qui est des personnes, les personnes morales. Et le législateur seulement dit tout simplement que ces personnes morales doivent avoir une forme de société anonyme. Or, l'acte de commerce par nature, dès qu'une société ou une personne crée une société qui répond à l'une des formes connues par l'acte uniforme relative aux droits des sociétés, cette personne créée est commerçant directement. Alors, si cette personne est commerçant, tous les actes par lui posés sont réputés actes de commerce. Donc, vous comprenez déjà que tous ces éléments-là prouvent à suffisance qu'en réalité, le terme intermédiaire utilisé sans qualification est en réalité intermédiaire commerciaux. C'est le premier aspect. Maintenant, nous allons rentrer dans le listing de ces intermédiaires commerciaux. Qu'est-ce que le législateur, la réglementation de la COSUMAF, qu'est-ce qu'il nomme de l'OADA pour dire que ces personnes-là, ou ces intermédiaires-là, font des actes de commerce? Or, un commerçant, celui qui fait Celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. de l'exercice des actes de commerce sa profession. Et les actes de commerce, dans les actes de commerce énumérés par cet article, quand que ces intermédiaires, même si le législateur n'a pas mis la qualification de commerciaux, sont en réalité des intermédiaires commerciaux au sens de cet article-là. Plus loin, je vais aussi dire que ces intermédiaires peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Et donc, l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales dispose en son article 2 que cet acte est applicable à toute société qui prend la forme de l'une des sociétés définies par cet acte uniforme-là. Or, la forme définie, c'est la société anonyme, la SARL, la SAS, la société en commandite et autres. Donc, à partir de ce moment, vous comprenez que ces intermédiaires doivent soit prendre la forme d'une SARL ou soit prendre la forme d'une SA. Donc, ce sont aussi des commerciaux.
Et donc, si ce sont des commerciaux, ça voudrait dire que les intermédiaires, en réalité, sont des intermédiaires commerciaux. Ça, c'est la démonstration qui nous amène dans l'espace OHADA et dans l'espace CEMAC à dire que les intermédiaires mentionnés ou évoqués par le COSUMA sont des intermédiaires commerciaux. Mais quand vous rentrez dans l'espace UMOA, les intermédiaires, le législateur de la réglementation de l'autorité de financement parle tout simplement d'intervenants commerciaux. Et donc, intervenants commerciaux égale intermédiaires commerciaux. Là, la démonstration n'est plus à faire. Maintenant, revenons maintenant à la nomenclature des intermédiaires commerciaux. Je vais d'abord prendre l'espace UMOA et après prendre l'espace CEMAC et faire maintenant les points de jonction et les points de différence. D'abord, dans l'espace UMOA, nous avons ce qu'on appelle les sociétés de gestion et d'intermédiation. OK. Vous me suivez, ça passe, Monsieur Ouro? Oui, oui, ça passe, on vous entend. OK. OK, merci beaucoup. Donc, c'était juste pour m'en assurer. Donc, nous avons les sociétés de gestion et d'intermédiation. Nous avons les sociétés de gestion de patrimoine dans l'espace UMOA. Nous avons les sociétés, nous avons les conseillers qui peuvent être des conseillers en investissement, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Nous avons les apporteurs d'affaires qui peuvent être toujours des personnes physiques ou des personnes morales. Et nous avons les démarcheurs, plus les organismes de gestion collectif ou les organismes de placement collectif. Vous avez les SIV, les sociétés d'investissement à capital variable, donc les SICR, les SICV, voilà, sociétés d'investissement à capital variable, où vous avez les fonds communs de placement. Les deux types de sociétés-là interviennent au niveau des organismes de placement commun, ou appelés les OPCVM. Donc, voilà les intermédiaires dans l'espace UMOA. Mais dans l'espace CEMAC, il y a, au titre des intermédiaires, nous avons les sociétés de bourse, nous avons les sociétés de gestion, nous avons les conseillers en investissement, nous avons les conseillers en financement participatif, nous avons les prestataires de services. Donc, c'est ce que l'article 145 dit. Vous comprendrez immédiatement que quand vous prenez les organes institutionnels, il y a un organe ou deux organes du moins qui ont été prévus au niveau de la CEMA qui ne sont pas prévus au niveau de l'UMOA. C'est l'entreprise de marché. Et l'entreprise de marché, en réalité, quand vous le prenez, les compétences ou le rôle dévolu à cette entreprise-là équivalent au SGI, à une partie du rôle dévolu au SGI dans l'espace UMOA. Parce que cette entreprise s'occupe de la négociation compensateur. Elle s'occupe de l'intermédiation. C'est elle qui demande aux entreprises du marché de fixer la valeur de leurs actifs, c'est-à-dire de leurs actions ou de leurs obligations et de maintenir une valeur fixe sur le marché. Alors qu'au niveau de l'UMOA, ce rôle-là est dévolu plutôt à la SCGI. C'est une partie du rôle de la SCGI, ça. Alors, après, vous allez voir la société de bourse. C'est cette société dans l'espace CEMAC qui fait presque tout et qui fait aussi de l'intermédiation, c'est-à-dire elle reçoit les ordres de souscription du public qu'elle envoie maintenant à l'entreprise de marché. Tout ce développement pour dire en réalité que le rôle de la SGI dans l'espace UMOA est segmenté au niveau de la CEMAC entre l'entreprise du marché et maintenant la société de bourse.
Donc, les deux se partagent. Mais il y a un qui est une société purement privée, c'est la société de bourse, et il y a un autre, l'autre, qui est l'entreprise de marché, elle est purement publique. Donc, elle a des prérogatives de puissance publique. Donc, ça, c'est le premier aspect. Or, dans l'espace UMOA, nous disons que les sociétés d'intermédiation et de gestion ou de gestion d'intermédiation ont une compétence d'ordre général. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, ces intervenants doivent avoir l'agrément de leur autorité de tutelle qui est dans la CEMAC, le COSUMA, la Commission de surveillance des marchés financiers. Toute société qui doit faire l'activité d'intermédiaire dans cet espace doit avoir obligatoirement l'agrément de cette institution-là. Alors que au niveau de l'UMOA, c'est plutôt l'autorité des marchés financiers qui dispose du pouvoir d'agrément. Vous voyez? Donc, si nous revenons, les agréments sont attachés à un principe d'exclusivité, c'est-à-dire que vous ne pouvez opérer que dans le cadre de l'agrément qui vous a été fourni. Mais vous allez voir que la société d'intermédiation et de gestion dans le mois déroge à cette règle-là. C'est-à-dire que cette société peut faire, d'abord faire, euh, intervient dans son propre domaine de compétences, mais elle a aussi des compétences réservées, c'est-à-dire les compétences dévolues aux sociétés de gestion de patrimoine, LSS, c'est-à-dire elle gère le patrimoine des actifs ou les actifs de ses clients. Elle peut être conseillée alors qu'elle n'a pas d'agrément de conseiller. Elle peut être apporteur d'affaires alors qu'elle n'a pas l'agrément d'apporteur d'affaires. Le seul agrément pour lui, qui lui donne la possibilité d'exercer en tant que société de gestion d'intermédiation, lui suffit largement pour faire les autres, pour agir dans les autres domaines. Mais quand nous venons dans la réglementation de la COSUMA et que nous prenons la société de bourse qui se rapproche, dont les activités se rapprochent plus de la SIG et de la SGI au niveau de l'UMOA, vous allez voir qu'il y a le principe de l'exclusivité est maintenu, mais le législateur n'a pas été clair sur le principe pour dire est-ce que cette société peut déborder de son champ. Vous verrez tout simplement à partir des articles 161 du règlement COSUMA jusqu'à 163 que cette société de bourse peut faire des activités de conseil, mais dans le cadre de son agrément. Le législateur précise, dans le cadre de son agrément. Il peut faire les activités d'apporteur d'affaires ou mais toujours dans le cadre de son agrément. Elle peut intervenir dans le démarchage, mais toujours dans le cadre de son agrément. Alors, la question s'est posée de savoir, est-ce que cette société, pour pouvoir intervenir, c'est vrai, on lui laisse la possibilité d'intervenir dans ces domaines-là, mais est-ce qu'il doit avoir pour chaque domaine un agrément spécifique ou son seul agrément suffit largement pour pouvoir pour pouvoir exercer toutes ces activités? Je reste convaincu que le législateur, puisque la réglementation ne datant que de 2019 et 2019-2020, donc la réglementation souffre d'une extrême jeunesse et nous restons convaincus que le législateur, dans ce cas, interviendra ou les praticiens interpréteront très rapidement le texte afin de lui donner toute sa coloration et sa teinture spécifique pour que des méandres dans l'application ne puissent pas être relevés. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la S et la société de bourse dans l'espace CEMAC peut toujours intervenir dans d'autres domaines. Maintenant, est-ce que l'agrément doit être fourni ou ces chercheurs sont simples agréments qui peuvent valablement suffire pour pouvoir faire ces activités-là? Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, nous allons encore rapprocher deux types de sociétés. C'est la société de gestion de patrimoine dans l'espace UEMOA de la société de gestion dans l'espace CEMAC. Quand vous prenez ces sociétés-là, ce sont des personnes morales
la forme sociale exigée dans l'espace UEMOA, c'est une forme de société anonyme et éventuellement la réglementation de la COSUMAF ne le précise pas, mais nous estimons que pour faire de la gestion de patrimoine, il faut une forme anonyme. Plus encore, dans l'espace UEMOA, pour tous les 8 pays de l'UEMOA, il n'y a qu'une seule société depuis la mise en place de la réglementation jusqu'à aujourd'hui. Et cette société, c'est la société Phoenix Capital Management qui est domiciliée en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui témoigne, si ces sociétés n'arrivent pas à être multipliées, donc vous comprendrez la rigueur de la procédure même de création d'une telle société et donc le capital qui pourrait éventuellement s'y attacher pour que cette rigueur-là puisse être respectée. Ça, c'est de ce côté. Maintenant, quels sont les rôles dévolus, que ce soit la société de gestion dans l'espace CEMAC ou de gestion de patrimoine, la SIGP, bien définis dans l'espace UEMOA. Quels sont les domaines de compétences? Ils interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres qui leur sont confiés sur la base d'un mandat de gestion établi par leurs clients. C'est-à-dire que ce sont des sociétés dont le rôle est juste de gérer les actions ou les titres de leurs clients. Je prends par exemple la société NH Consulting, une société anonyme qui est cotée en bourse et qui détient plusieurs titres. Il a souscrit à plusieurs titres sur le marché financier et donc ces sociétés n'ayant pas comme domaine de compétence la gestion de titres, mais fait dans la vente et des prestations de services, n'aura pas nécessairement un service compétent pour pouvoir gérer ses participations sur le marché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un large consulting va donner soit dans l'espace URI ou à une SGP qui correspond à la société de gestion dans l'espace CEMAC, un mandat de gérer son portefeuille de titres pour son nom et pour son compte. Donc, NH Consulting détient des titres, mais gérés par une tierce société. Et c'est cette société-là qui va faire tout le temps, va rendre compte à NH Consulting de la productivité de ces titres, de l'évolution des titres sur le marché, comment ça. Mais il est interdit formellement à cette société-là de se substituer à NH de ce titre-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui-même maintenant se positionner sur un marché par rapport au titre de NH Consulting. Ça, c'est le premier point. Il ne peut pas lui-même acheter les titres de NH Consulting dont il a la gestion. Il ne peut pas. Ça aussi, c'est le deuxième aspect. Et donc, dans l'espace UMOA, pour le capital minimum réservé à ce type de société-là, c'est d'abord 40 millions et doivent être des sociétés anonymes. Et leur réserve, c'est-à-dire leur fonds propre, ne doit pas être aussi inférieur au capital social de 40 millions. Ça voudrait dire, à contrario, si on remarque que leurs fonds propres sont inférieurs à ce capital minimum, alors immédiatement, l'autorité intervient pour pouvoir régulariser la situation auprès de cette société ou carrément lui retirer son agrément parce qu'il devient de toute évidence une personne non grata. Donc, ça, c'est le point de jonction entre. Après, nous avons les intermédiaires, les autres intermédiaires qui peuvent être des conseillers en financement participatif, des conseillers en financement, et des conseillers en financement non participatif. Nous avons des conseillers en financement numérique. Nous avons les démarcheurs. Nous avons les mêmes conseillers, les mêmes démarcheurs et les mêmes apporteurs d'affaires aussi dans l'espace UEMOA. Et les rôles sont les mêmes. Les conditions d'exercice aussi sont les mêmes. C'est-à-dire que quoi? Il faut nécessairement que ce soit de l'un ou de l'autre côté un agrément. Sans l'agrément, vous ne pouvez pas opérer. Mais le législateur UMOA ou de la réglementation de la met l'accent sur la condition d'honorabilité, du sens élevé de professionnalité, c'est-à-dire que ce seront des professionnels aguerris qui maîtrisent bien leur domaine
Hein? Ils doivent prouver ce professionnalisme et cette connaissance-là qu'ils ont acquis avant d'avoir l'agrément. De l'autre côté, cela n'a pas été le cas parce qu'il n'y a pas eu de précision. Mais nous estimons toujours qu'en réalité, pour faire les activités de bourse, il faut maîtriser la bourse. On ne peut pas prendre un cultivateur qui va devenir directeur d'une société de bourse. Ça, c'est presque impossible. Donc, nous estimons que les mêmes conditions d'honorabilité vont être aussi respectées de l'autre côté. Après, maintenant, nous avons les organismes de placement commun, les OPC, qui éditent les OPCVM. L'OPCVM, c'est une action qui est constituée de plusieurs molécules d'action. Vous pouvez voir dans ce package-là d'actions, des obligations, des produits dérivés. Donc, un seul package contient toutes ces actions-là qui permet maintenant aux actions de s'équilibrer lorsque le cours de l'une ou de l'autre descend. Si le cours des obligations descend, alors la valeur des actions qui a augmenté pourra venir compenser. Si un cours est dans ça, rend le truc équilibre. Donc, cette participation collective-là est gérée par les sociétés, que ce soit bon. C'est vrai que le législateur, la réglementation parle d'organismes de gestion collective. Mais nous, ici, nous avons, et au niveau de l'UMOA, nous avons les sociétés d'intermédiaires à capital variable ou les fonds communs de placement. Donc, voilà un peu, de façon succincte, les intervenants commerciaux avec leurs spécificités, leurs différenciations, les éléments de différenciation au niveau des deux marchés. Alors, comme je l'ai dit, ces intervenants, les activités de ces intervenants sont contrôlées par des organes publics qui sont indépendants des pouvoirs publics. C'est-à-dire, ces organes-là doivent agir et édicter des réglementations que eux seuls, ils contrôlent sans qu'un État ne puisse intervenir pour pouvoir leur dire ce qu'ils doivent faire à tel moment. Et donc, ces organes-là, c'est l'autorité de marché ou c'est la commission de surveillance. Ces organes édictent des règles prudentielles. Ces règles prudentielles-là permettent à ces organes-là de pouvoir respecter la réglementation en vigueur afin de ne pas poser des actes qui pourraient causer un trouble quelconque au marché. Donc, ils ont l'obligation de respecter des règles prudentielles. Après, ils ont aussi l'obligation de respecter la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils sont fortement impliqués dans ce respect-là, de cette réglementation-là, afin que des activités, euh, des activités qui sont polluantes pour le marché ne puissent pénétrer le marché et changer le jeu normal du marché. Et au côté aussi, il y a des obligations tirées du contrat. Là, nous allons nous référer maintenant aux règles de code civil relatives au contrat de mandat et les implications que cela implique entre le mandataire et le mandat. Le mandataire qui doit gérer pour le compte et au nom de son mandat les actes. Donc, il a une obligation d'information continuelle, une obligation de renseigner et de faire les comptes continuellement à son mandat par rapport à sa gestion. Donc, merci beaucoup. J'arrive à la fin de ma présentation qui se rapporte aux intervenants commerciaux sur le marché de l'UMOA et de la CIMAC. Je passe la parole au modérateur pour ces mots. Merci. Ok, merci, monsieur Yves Logosse. Merci beaucoup pour votre présentation magistrale. Euh, Moi, en tout cas, j'ai suivi, et j'espère que tout le monde a suivi. J'espère que les gens ont noté leurs questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui ont des questions sont invités à ouvrir leur micro pour poser les questions. Moi, personnellement, j'ai une question, mais je préfère laisser les invités poser les questions d'abord. Ok, comme les gens ne veulent pas poser de questions. Moi, monsieur Le Gosselin, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourrez proposer aux législateurs CEMAC
parce que selon ce que j'ai compris, il y a des petites différences, etc. Mais vous semblez préférer le modèle UMOA. Donc, qu'est-ce que vous pourrez proposer comme projet de loi au législateur CEMAC pour atteindre ce niveau-là que vous attendez du droit financier CEMAC? OK. Merci beaucoup. Euh, Ce que je proposerai aux législateurs, c'est de faire œuvre de clarté dans les textes, de faire œuvre de clarté dans la mesure où certaines imprécisions laissent à interprétation. Et qui parle d'interprétation parle d'avis diversifiés sur un même point de droit. Et donc, on n'échapperait pas à une collision entre les interprétations. Chacun voudra ou chacun voudrait tirer le drap de son côté. Donc, c'est de faire une certaine clarté en distinguant clairement quels sont les rôles des intervenants sur le marché, quelles sont les limites de leur intervention et quelles sont les règles qui sont applicables distinctement s'ils le faisaient et les questions d'interprétation ne se poseraient pas. Quand je prends aujourd'hui la société de bourse, dans presque tous les domaines où ces sociétés-là doivent intervenir, on nous dit toujours euh, ces sociétés-là pourraient intervenir suivant son agrément, pourraient intervenir suivant son agrément, pourraient intervenir suivant son agrément. Alors que au niveau du législateur UMOA, la réglementation était claire. Voilà les domaines propres et voilà les domaines secondaires. Et c'est clair pour tout le monde, ça ne souffre d'aucune interprétation et chacun pourra faire son travail. Mais de l'autre côté, ce n'est pas clair. Les tests, parfois, on me dit, ces intermédiaires sont des personnes. Le législateur dit, ces intermédiaires sont des personnes, sans préciser personne morale, personne publique. Et donc, personne morale, personne privée. Et donc, il faut encore passer par le jeu des interprétations pour dire qu'ils peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Alors que au niveau de l'UMOA, c'est bien précisé, ce sont des personnes physiques ou des personnes morales. Et au niveau des sociétés, on vous dit tout simplement, ce sont des personnes morales. Vous voyez? Donc, Donc, c'est d'amener le législateur à essayer de revoir ce côté de la chose et faire des précisions. OK. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas encore clair en droit CEMAC qu'un intervenant, qu'un intermédiaire commercial puisse être une personne physique. Il a tout simplement dit que ce sont des personnes. OK. Et nous-mêmes, nous savons. Donc, on laisse la charge quand, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la teinture juridique prend ce test, il ne sait pas qu'en droit, on a les personnes morales et les personnes physiques. Mhm. Vous voyez? Donc, ça prête à confusion. Le test n'est pas assez clair pour tout le monde. Mhm. C'est seulement pour les praticiens que le test peut sembler avoir une clarté évidente parce que nous maîtrisons. OK. Mais pour les étudiants qui sont sur le panel, est-ce que vous pensez que ces thématiques-là sont des thématiques intéressantes à explorer en termes de mémoire? Parce que pour la petite précision, les étudiants qui sont là sont principalement des étudiants gabonais et au Gabon, on fait un mémoire en licence. On fait un mémoire en licence. Donc, est-ce que vous pensez qu'à partir de la licence déjà, les jeunes étudiants devraient s'intéresser à ces questions-là, de sorte à pouvoir faire ce genre de propositions, hein, de précision de texte, etc., en ce qui concerne le droit financier? Ouais, merci beaucoup pour la question. En réalité, et je pense que c'est mon avis personnel, et le droit financier aujourd'hui doit être énormément étudié. Ça doit être étudié parce que c'est une source aujourd'hui euh, de financement des entreprises et une source incontestable de financement des entreprises. Et donc, cette source-là se distingue énormément des sources traditionnelles que nous avons, que sont les banques. Parce que les banques ont très vite montré leurs limites.
Et un étudiant qui se spécialise dans la chose financière sera prisé sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, les spécialistes dans le domaine financier, on les compte du doigt. On les compte du doigt. Il n'y a pas de spécialistes concrets parce qu'on est toujours dans la science traditionnelle. On ne va pas vers les nouveautés. Et donc, choisir le marché financier et les montages, par exemple. Et je suis sûr que très prochainement, vous allez développer la thématique du joint venture dans un, dans un processus de joint venture conduisant à réaliser un marché, un contrat entre deux entités, dont la destination est la réalisation d'un marché. Dès que le marché est réalisé, le contrat est résilié de fait. Dans ce processus-là, si on bancaire traditionnelle des institutions de crédit, le montage, aller vers le marché financier, aller vers le marché, dans ce marché financier-là, pour pouvoir maintenant financer le projet hein, que dans le joint venture à l'organisation, la gestion et la conduite. Donc, vous comprenez que maîtriser le système des marchés financiers devient et ce ne serait pas un abus de langage, mais plus presque une obligation, un impératif pour le juriste que nous sommes, pour ne plus rester dans le droit traditionnel, mais dans un droit qui évolue avec son temps, parce que le juriste n'est pas euh, le cimetière des vérités éternelles. Ouais. Il doit toujours évoluer et il doit toujours être en phase avec l'ère moderne. Ok, donc merci pour la présentation et merci de vous être prêté au jeu. Là, il nous reste environ 5 minutes et je vais vous laisser, Monsieur Yves Logosse, la charge de faire un mot de fin. Mais avant, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui nous suivent et en tout cas aux jeunes étudiants en droit qui sont encore sur en tout cas au lever de leur carrière juridique et qui sont en train d'évoluer. Donc les conseils et puis le mot de fin, Monsieur Yves Logosse, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. En moins de Euh, 4 minutes, hein. En moins de 4 minutes, je dirais tout simplement de bosser et de continuer par bosser. Parce que les questions liées au marché financier, nous-mêmes, nous l'avons appris tout récemment, très tard, mais nous nous sommes donnés à la tâche pour pouvoir creuser et voir ce qu'il en est. Donc, c'est pour dire que le juriste, c'est cette personne qui ne dort pas, qui est toujours à la recherche, à la lisez et lisez pour vous-même, comme le dira un professeur à nous, Monsieur Avignon. La lecture que vous faites vous servira à vous-même et servira à la société. Donc, lisez, continuez toujours pas à lire et lisez encore une fois. Et vous verrez que vous dépasserez même vos attentes et vos espérances personnelles. Ce n'est pas un chemin facile, nous en sommes conscients, mais c'est un chemin qui ne donne pas le repos. Le juriste n'a jamais de retraite. Même à 90 ans, si vous êtes bon, on vous sollicitera sur des marchés pas possibles. Et le professeur Santos l'a dit, c'est à la retraite qu'il a commencé réellement à gagner l'argent. Donc, lisez, continuez et armez-vous. Maintenant, pour l'initiative, je félicite et je remercie NH Consulting qui ne cesse de militer et son militantisme fort dans le cadre de la connaissance. C'est un militantisme très louable et je pense que NH Consulting aura d'autres concurrents bientôt pour que le jeu de la connaissance soit mis à la disposition de tout un chacun, que la divulgation de la connaissance soit mise à la disposition de tout un chacun pour le meilleur devenir de chacun d'entre nous. Merci beaucoup encore pour l'initiative et merci de m'avoir accueilli sur ce channel panel. Merci. Merci à vous d'avoir très gentiment accepté d'animer cette conférence aujourd'hui. Et merci pour le temps que vous nous avez accordé, Monsieur Le Gauthier. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Et tout ce que vous avez dit de positif sur NH Consulting nous va à droit au cœur. Et j'espère que vous avez apprécié animer cette conférence aujourd'hui parce que ce n'est bien évidemment pas la dernière fois que je vais vous solliciter. Donc, vous passez une excellente journée, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir suivi cette conférence.
Et merci à Monsieur Yves Logossé de l'avoir animé. Merci beaucoup à chacun d'entre nous et bonne suite de journée pour Je, chacun de nous. euh, Merci. je tiens à dire à Monsieur Paul, et je l'évoquais sur le panel, que de se préparer, de choisir un thème, de se préparer, parce que lui aussi se prêtera au jeu tôt ou tard. Ok. Monsieur Paul Ediolevo, vous avez le mot d'ordre du modérateur. Et donc, je suis impatient d'attendre votre intervention. Euh, je serai là aussi pour vous écouter. Et n'oubliez pas, pour vous poser les questions d'intérêt. Merci et bonne suite de journée. Ok, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Et la vidéo vous sera envoyée sur les différents groupes de partage, de sorte à ce que ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui et ceux qui ont eu des problèmes de son, etc., puissent voir la vidéo. Donc, ben, excellente journée à vous et merci de nous avoir suivis. Merci.